OK. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Arnaud Laroche et avec Florence Bouygues, nous allons vous présenter ce meet-up sur la valeur 5 du manifeste Global Agile, l'adaptation au changement au cours du changement. Donc, Florence et moi-même, nous sommes coachs agiles, nous sommes aussi consultants en organisation agile. Et dans ce cadre, nous avons notamment écrit un livre blanc qui s'appelle « L'agilité globale, un enjeu majeur pour les grandes entreprises et les sociétés de conseil » que vous pouvez télécharger sur notre site. Voilà. Et en fait, dans ce livre, notamment, nous exposons notre dispositif Global Agile qui est destiné à agiliser toute l'entreprise, des dirigeants aux opérationnels. Et en fait, pour élaborer ce dispositif, nous avons eu besoin de redéfinir, d'élargir le manifeste Agile 2001. Et donc, nous avons initié un nouveau manifeste qui s'appelle le manifeste Global Agile. Et alors, depuis le début de cette année, nous faisons des meet-up en fait, pour faire des focus sur les 5 valeurs de ce manifeste et pour mieux les comprendre. Donc, aujourd'hui, ce sera la valeur 5. Donc, cette présentation va durer 1 heure. Elle sera faite de séquences de présentation et de questions. Donc, merci de poser vos questions. Pour cela, nous vous demandons principalement d'utiliser le chat et n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Comme ça, quand nous arriverons aux séquences de questions, nous aurons de la matière et nous pourrons vous répondre. Donc, pour la clarté de la présentation, pendant les phases de présentation, nous vous demandons de couper votre micro. Par contre, n'hésitez pas à vous présenter, comme ça, c'est toujours plus agréable de savoir à qui on a affaire. Et aussi, n'hésitez pas à activer votre caméra. On aura l'impression d'être plus en présentiel comme ça. Voilà. Donc, le programme du Meetup, 3 parties. On va faire une petite révision sur le manifeste Global Agile pour contextualiser le Meetup, comprendre de quoi on parle. On fera un focus sur la valeur du jour qui nous intéresse, le changement au cours du changement. Et en 3e partie, nous vous montrerons comment notre dispositif Engage met en valeur cette 5e valeur. Voilà. Florence, je te laisse la main. Oui, donc effectivement, en introduction, on rappelle en fait ce qu'on appelle le manifeste Global Agile. On est parti en fait de la référence fondatrice de l'agilité. Donc, on est parti du manifeste qui a été écrit en 2001. Qui est unanimement reconnu aujourd'hui dans les équipes agiles et qui décrit, on va dire, 4 valeurs, les individus, les interactions, la collaboration avec le client, des réalisations concrètes et l'adaptation au changement, qui sont vraiment les fondamentaux agiles, y compris pour nous, même si du coup, dans un manifeste un peu plus large, on a essayé d'atteindre plusieurs autres gains. Donc, les gains, en fait, pour nous, en partant de ce manifeste 2001 qui était très orienté IT, on va essayer dans un manifeste d'agilité globale d'essayer de prendre des décisions stratégiques plus rapides, de garder le cap en fait dans la gestion de plusieurs projets, d'une multitude de projets dans les grandes entreprises qui sont souvent complexes. On va essayer aussi de voir comment gérer la transversalité et de s'assurer de l'implication de tous sur une vision partagée, je dirais, du manager, du dirigeant, même à l'opérationnel. Donc, tous ces gains, on va également essayer, en termes de gains, on va dire peut-être pas secondaires, mais qui sont un petit peu en parallèle, de combiner dans nos travaux agiles les temps courts et les temps longs qui sont nécessaires aux décisions stratégiques. Et puis également de rester sur de la création de valeur et des ambitions, on va dire, avec un enjeu commun, global, plutôt que des enjeux personnels. Donc tous ces gains qui sont attendus, du coup, nous semblaient, on va dire, difficiles à atteindre dans le cadre du manifeste 2001, et c'est pourquoi nous avons écrit donc un manifeste un peu plus qui nous, en tout cas nous dans l'objectif qui nous paraît plus généralisable, qu'on appelle le manifeste d'agilité globale, qui contient 5 valeurs. Donc aujourd'hui, on va zoomer sur la valeur numéro 5,
Mais donc, on va retrouver en fait la philosophie du manifeste 2001 dans les autres valeurs aussi qui sont évoquées dans ce manifeste. Donc, la première, c'est la création de valeur pour le client autour d'une vision globale partagée. La deuxième, c'est les individus et leur interaction. Vous connaissez là exactement la deuxième valeur aussi du manifeste 2001. Et puis, dans la valeur numéro 3, la responsabilisation et la collaboration de chaque composante de l'organisation. C'est en fait pour nous une extrapolation au niveau global, agile, de la valeur numéro 2. Donc, en valeur numéro 4, on a des résultats concrets produits par chaque composante de l'organisation et dont la valeur est vérifiée. Et puis, en valeur numéro 5, donc, le changement, mais qu'on a libellé comme l'adaptation au changement au cours du changement. Donc, sur cette valeur, je ne vous en dirai pas plus parce qu'on va zoomer dessus tout de suite après. Donc, un peu comme dans le manifeste 2001, nous reconnaissons la valeur des seconds éléments de ce manifeste, mais nous privilégions les premiers. Donc, on est passé un peu vite sur le manifeste Global Agile. Si vous avez assisté à nos précédents meet-up, vous le connaissez déjà un petit peu. Est-ce que déjà vous avez des questions à ce stade de la présentation? Non, moi, je suis bon. Ok. Question pour l'instant. Ok, super. On va, Arnaud, je te laisse zoomer un petit peu sur la valeur numéro 5. Merci Florence. Donc, focus sur la valeur numéro 5. Donc, l'adaptation au changement au cours du changement, plus que le suivi du plan stratégique, l'alternance des phases exploitation-innovation et l'annualisation des budgets. Donc, en fait, ce qui nous a poussé ce qui nous a poussé à proposer cette cinquième valeur, en fait, c'était notamment une problématique principale qui était de faire face au changement toujours incessant du marché. Une des grosses conséquences qu'on a en entreprise, c'est qu'en fait, les entreprises sont souvent en cours de transformation, de changement sur pas mal de leurs process. Et les choses vont tellement vite aujourd'hui que quand on met un processus de changement pour atteindre une cible, eh bien, elle change. Le temps de la réaliser, en fait, elle a bougé. Donc, si on a mis, par exemple, on a un enjeu initial et qu'on vise une cible 1, eh bien, en fait, quand on atteint la cible 1, en fait, idéalement, il faudrait être sur une cible 2 qui n'est plus la réalité de la cible qu'on a atteinte. Donc, là, vraiment, la question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce qu'on peut faire au fur et à mesure pour adapter, en fait, arriver à intégrer le changement au cours de nos propres changements pour que le jour où on atterrisse, eh bien, en fait, on soit dans la cible idéale pour répondre en fait aux problématiques du marché. Voilà. Donc, en fait, on a bien dit que les seconds éléments dans nos valeurs étaient importants, mais qu'on préférait privilégier les premiers. Donc, on préfère privilégier l'adaptation au changement au cours du changement par rapport à un suivi d'un plan stratégique, mais un suivi d'un plan stratégique n'est pas inutile. La seule chose, c'est qu'un plan stratégique, s'il est trop statique, ben, en fait, finalement, ne nous permettra pas d'intégrer le changement au cours du changement et donc de répondre à ces mouvements du marché, ou à des événements sociétaux ou à des événements politiques qui arriveraient. On pense par exemple à la guerre d'Ukraine, au Covid. Donc, comment est-ce qu'on fait finalement si on ne s'attelle qu'au suivi d'un plan? Donc, en fait, on sent bien qu'il faut qu'on arrive à aller vers peut-être le suivi d'un plan stratégique, mais que ce plan stratégique soit dynamique et qu'il soit dans la capacité d'intégrer ces nouveaux changements. Voilà, d'où le changement au cours du changement. Pour les budgets, c'est pareil, c'est-à-dire si on veut finalement pouvoir accueillir ces changements au cours de changement, il faut pouvoir les financer. Et donc, une annualisation des budgets n'est pas forcément adaptée. Et donc, il faudrait penser à une façon d'agiliser ces budgets pour pouvoir répondre financièrement à ces nouveaux besoins. Voilà. Et de la même façon, idéalement, l'entreprise doit pouvoir finalement innover tout en continuant à exploiter. Parce que si on est continuellement dans le changement et qu'on n'exploite jamais, ça ne peut pas le faire. Voilà. Donc finalement, Florence vous a parlé en fait des gains que nous recherchions avec le manifeste. On voit que la valeur 5, l'adaptation du changement au cours du changement, vraiment apporte un gain considérable à la prise de décision stratégique rapide, anticipative et corrective, connectée avec le terrain.
Tout cela, bien entendu, en gardant le cap dans la gestion d'une multitude de projets simultanés et complexes. Bien entendu, pour réussir ça, il faut s'assurer de l'implication de tous dans une vision partagée, hein, opérationnel, manager et dirigeant, tout le monde. Voilà. Et un gain énorme de cette valeur, c'est vraiment la combinaison des temps courts et des temps longs dans la prise de décision stratégique. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez compris le principe de la 5e valeur? J'arrive à suivre. Je suis un peu biaisé parce que j'en fais depuis à peu près 17 ans. J'arrive à suivre un peu. D'accord. Voilà, donc en fait, c'est voilà, un apport du manifeste global agile. Ce n'est pas simplement le fait de s'adapter au changement, mais c'est vraiment d'intégrer les changements, même au cours du changement. Et on va voir pourquoi pour la suite. Florence, je te laisse la main. Donc, si vous avez lu notre livre blanc par rapport à ce manifeste qui se veut assez générique, avec Arnaud, nous avons construit en fait une méthode qui s'appelle Engage. Alors, on peut l'appeler une boîte à outils, une méthode, comme vous voulez, qui a un certain nombre de principes. Et donc, l'idée notamment de ce meet-up, c'est voir en quoi les principes de fonctionnement du coup de la méthode Engage permettent de répondre notamment à l'adaptation au changement au cours du changement. Donc, la 5e valeur du manifeste. Donc, ce qu'on va vous présenter là à suivre, c'est un zoom en fait sur 4 aspects qui nous paraissent fondamentaux pour justement s'adapter au changement. Donc, le premier aspect, ça va être, on va parler des équipes telles qu'elles sont préconisées dans la méthode Engage, des itérations et des événements. La deuxième partie, ça va être un zoom en fait sur la partie ambition et le niveau ambition de la méthode Engage, qui est important pour nous pour justement répondre à cette adaptation au changement, également le niveau projet. Et puis, on terminera par une partie, l'aspect maillage de notre méthode, un maillage des interlocuteurs des différents niveaux qui contribue du coup aussi également à cette valeur. Donc, pour démarrer, le premier point, ça va être que pour nous, les équipes agiles, en fait, telles qu'elles sont construites finalement dans la méthode agile, dans la méthode d'Engage, pardon, ce sont elles qui sont responsables en fait de l'adaptation au changement. Donc, pour rappel, Engage se structure en 3 niveaux, niveau ambition, niveau projet, niveau solution. Les ambitions, comme leur nom l'indique, définissent les enjeux majeurs et les ambitions de l'entreprise ou d'un service ou d'une business unit. Les projets, en fait, relayent ces ambitions et induisent les changements. Et puis, la mise en œuvre est réalisée par les équipes solutions. Donc, à chaque niveau, Engage préconise d'avoir une équipe qui est structurée vraiment de manière agile, c'est-à-dire avec un propriétaire, un facilitateur et des contributeurs. Et c'est bien grâce à ces différentes équipes aux différents niveaux, finalement, qu'on va devoir ou pouvoir accueillir le changement. Donc, l'adaptation au changement, plus que le suivi d'un plan, ça doit être, pour nous en tout cas, en premier, en fait, un bon accueil du changement par ces différentes équipes. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est aussi ce qui va justifier en fait la mise en place d'une structure agile et d'un dispositif agile et d'une philosophie agile. Ça va être, on va le voir juste après, on va s'organiser en itération. Donc, tous ces dispositifs qu'on met en place en agile, et vous venez dire que vous étiez des spécialistes, donc vous le savez bien, on met en place tout ça justement pour accueillir le changement. Donc, finalement, quand le changement arrive, on est organisé pour ça. Ça implique aussi une manière très différente et une évolution finalement radicale dans la manière de piloter les projets et aussi l'avancement de nos ambitions du coup, puisque comme on va accueillir le changement, finalement le plan stratégique ou le suivi d'un plan, finalement la réussite du suivi d'un plan ne passe pas par une comparaison avec ce qu'on avait prévu il y a 1 an ou 2 ans et l'écart finalement à ce plan.
Donc, il va falloir inventer en agile pour s'adapter au changement. Il va falloir inventer finalement une nouvelle manière de piloter et de mesurer finalement la réussite des différents projets et des différentes solutions qu'on met en œuvre. Les itérations, on a commencé à en parler. Je vais passer assez vite parce qu'en fait, les spécialistes de l'agile en fait, connaissent bien. Hein. Les itérations et les événements que Engage propose pour pouvoir faire fonctionner justement ces itérations, finalement, sont aussi un gage de bonne intégration des changements. Entre chaque itération, c'est à ce moment-là que les priorités sont revues et que le changement va être intégré. Chacun des événements sont faits pour planifier, raffiner le besoin, démontrer les résultats. Ce sont des événements majeurs, finalement, qui permettent de s'adapter, d'accueillir le changement d'une part, et de s'y adapter au fur et à mesure qu'il arrive. Dans une organisation, en fait, finalement, qui est très complexe, est-ce que ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire les équipes et les itérations et le dispositif agile, finalement, est-ce que c'est suffisant? Et là, Arnaud, je te laisse la parole. Oui, voilà, c'est exactement ça. En fait, on a les mouvements toujours incessants du marché, des événements politiques ou sociétals qui arrivent. Finalement, est-ce que l'adaptation des équipes seules, est-ce que l'accueil au changement seul des équipes est suffisant? En fait, ça soulève d'autres questions. On le voit par exemple avec la crise du Covid ou la guerre en Ukraine, le projet d'entreprise est-il toujours pertinent? Doit-on l'arrêter et en lancer un nouveau? Peut-on l'adapter tout en le poursuivant? Doit-on réorganiser l'entreprise pour intégrer ces nouveaux changements? Donc, on dépasse le stade en fait, de l'accueil au changement dans l'équipe. Hein. Et puis, toutes les questions du style, comment est-ce qu'on la réorganise au plus vite? Comment continuer à produire tout en intégrant ces nouveaux changements? Comment garder le cap et la vision tout en intégrant ces nouveaux changements? Donc, on voit bien finalement que le seul accueil au changement au sein de l'équipe n'est pas suffisant et qu'il faut aller plus loin et qu'il faut finalement arriver aussi à intégrer le changement dans notre organisation. Il faut pouvoir adapter notre organisation, changer notre organisation pour accueillir ces nouveaux changements. Alors, on a un exemple qu'on vous propose qui vient en fait de ce qui se passe chez nos clients. La guerre en Ukraine éclate, nous ne sommes plus en mesure de continuer à travailler avec nos équipes de développement en Russie. Donc, le projet cloud qui était développé en Russie est impacté. D'autres projets SI qui étaient aussi développés en Russie sont impactés. Et puis, on a des contraintes politiques qui arrivent. Donc, par exemple, la guerre en Ukraine déclenche des modifications au niveau des normes européennes assez rapidement qu'il va falloir mettre en œuvre. Donc, en fait, comment est-ce qu'on fait pour s'adapter à ces normes? Et on voit bien dans cet exemple que l'adaptation au changement au niveau équipe n'est pas suffisant et que si on veut parler d'agilité globale, eh bien, il faut aller plus loin que ça. Florence? Donc, pour aller plus loin, en fait, on va d'abord s'appuyer sur le premier niveau, en fait, qui s'appelle le niveau ambition. Ce niveau est garant de la vision de l'entreprise et ce vers quoi on veut aller. Et du coup, elle se décline dans un backlog classique où on va avoir l'ensemble des ambitions souhaitées, visées, et puis les projets qui vont permettre justement les changements pour atteindre ces ambitions. Donc, c'est bien l'équipe ambition, donc au niveau stratégique, qui va sélectionner et prioriser les nouveaux changements stratégiques. Donc, très important de faire, je dirais, de communiquer et de faire intégrer dès le niveau ambition, finalement, ce qu'on souhaite en termes de changement et qui va intégrer justement le pilotage et la priorisation de ces changements. Donc, le fait de garder le cap ou pas, ou de changer de cap, c'est bien au niveau ambition qu'on va le décider, qu'on devrait le décider. Accueillir le changement, c'est bien aussi savoir renoncer, ce qui est assez souvent compliqué dans les entreprises, c'est renoncer à d'autres projets ou qui deviennent du coup moins prioritaires ou à déplacer, voire à ne plus jamais faire, puisqu'ils sont contradictoires avec les changements qui arrivent. Donc,
Le message en fait de cette partie ambition, c'est que si vous voulez dans une agilité globale finalement avoir une bonne agilité au changement, une bonne réponse au changement, ben, il faut remonter assez haut finalement pour que les priorisations soient vraiment faites et qu'on n'ait pas des projets de changement qui s'additionnent les uns aux autres avec après un goulot d'étranglement au niveau des équipes solutions pour la mise en œuvre. Comme je disais tout à l'heure, les ambitions finalement vont lancer des projets pour porter le changement au cours du changement. Donc évidemment, il va y avoir des projets en fonction des nouvelles priorités qui vont être impactées par les décisions de l'équipe ambition. Ces nouveaux projets, ils peuvent se créer, mais ils peuvent aussi être modifiés ou carrément supprimés, comme on l'a dit, si on devait renoncer à des changements finalement qu'on a décidé de ne plus faire. Les projets qui sont porteurs des nouveaux changements, ils peuvent aussi impacter des projets en cours et qui doivent intégrer finalement la nouvelle donne qui a été décidée au niveau ambition. Donc là, nous reprenons en fait notre exemple pour essayer de vous montrer concrètement à quoi ça pourrait ressembler dans un dispositif Engage. Donc en fait, l'équipe Ambition crée donc on est toujours dans le cas de la crise d'Ukraine, hein, la guerre d'Ukraine a éclaté et l'équipe Ambition crée de nouvelles ambitions pour accueillir cet impact, pour adapter les ambitions en cours et pour poursuivre les changements stratégiques majeurs auxquels elle ne souhaite pas renoncer malgré ce gros problème. Donc, typiquement, ici, elle est contrainte de continuer son projet 1, hein, appliquer les normes européennes, mais les normes européennes vont elles-mêmes changer, vont changer à cause de la guerre en Ukraine. Donc, il va falloir être capable, dans ce projet 1, qui existait déjà, d'intégrer ce changement. Donc là, on est bien dans le cadre d'un changement au sein de l'équipe. On accueille le changement au sein de l'équipe projet 1. Les normes changent à cause de la guerre d'Ukraine, donc il faut porter ce changement en accueillant ce changement au sein de l'équipe. L'équipe Ambition a aussi un gros problème, c'est que finalement la guerre d'Ukraine fait que les équipes de développement en Russie ne peuvent plus travailler. On ne peut plus communiquer, on ne peut plus collaborer avec les équipes de Russie, donc elle décide de compenser la perte des équipes russes et a pour augmentation d'augmenter la voilure des équipes du Canada qui existaient déjà. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée un projet qu'on a appelé le projet 4, augmenter la capacité à faire des équipes de développement au Canada, et c'est elle, en fait, qui va porter ce changement, hein, au cours du changement qui était porté par les équipes russes actuelles. C'est elle qui va finalement porter ce changement, c'est-à-dire de transfert de développement d'une partie de la capacité qui était faite en Russie sur les équipes qui sont au Canada. Donc, c'est le projet, encore une fois, qui porte ce changement au cours du changement. On avait un projet 2 initial, le projet 2 Cloud, donc on a décidé de conserver malgré cet obstacle, mais ces ambitions seront ralenties le temps de se réorganiser avec les équipes du Canada et donc elle devra s'adapter à une moindre capacité à faire des nouvelles équipes, donc elle sera essentiellement un retard dans le temps. Et puis on a un projet 3 qui était donc le déploiement d'une partie de la solution cloud, hein. Le projet 3 devait porter le déploiement du cloud pour la production et pour les services support. Et finalement, comme l'expliquait Florence, pour être capable d'accueillir le changement au cours du changement, c'est aussi être capable de renoncer pour pouvoir prioriser les projets les plus importants. Et là, typiquement, on renonce à une partie du déploiement, c'est-à-dire on renonce définitivement à la partie production. Voilà. Et c'est encore une fois, ce qu'on démontre ici, c'est que finalement, dans notre dispositif, c'est le projet qui va porter finalement tous ces changements au cours du changement. C'est le projet c'est par la création de nouveaux projets, c'est en modifiant les projets existants, c'est eux finalement qui portent le changement au cours du changement qui a été décidé par l'équipe Ambition. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions?
Florence, est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées sur le chat? Oui, il y a une question. Alors, c'est comment dire, Samuel là, nous dit que l'agilité pour le développement logiciel devient l'agilité pour le développement des entreprises. Oui. Merci pour ce manifeste. Donc, ce n'est pas vraiment une question, mais c'est une remarque. C'est apprécié, Bah oui, c'est apprécié. c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc, c'est vrai que si vous connaissez la méthode Lean Startup, qui fait partie, on va dire, des méthodes agiles, elle s'attache vraiment à s'occuper des startups, en particulier en termes d'entreprise. L'idée du dispositif Engage, c'est qu'il puisse aussi s'appliquer à des plus grosses entreprises que des startups et pas forcément orienté développement du business de l'entreprise, mais aussi développement de son efficacité, finalement, de son fonctionnement quotidien pour pouvoir être plus agile, c'est-à-dire intégrer plus rapidement le changement et en restant tout efficace et toujours efficace. Voilà, Alors, j'ajouterais que donc en fait on est propriétaire entre guillemets du dispositif Engage et en fait on a eu besoin de redéfinir effectivement un manifeste global agile et pour le coup on considère nous qu'on n'en est pas forcément propriétaire, c'est un besoin qui dépasse notre méthode. Nous on en a eu besoin, mais finalement si on veut faire de l'agilité globale, d'autres dispositifs peuvent en avoir besoin, donc on considère qu'on l'a juste initié. Et donc j'envoie un message, nous on est preneurs si vous êtes, comment dire, si ce manifeste vous parle et si vous avez envie d'y contribuer, on est preneurs, on l'a initié, on considère que finalement tout le monde a son rôle à jouer, peut-être dans le fait de diffuser ce manifeste et même de le faire évoluer dans le temps. Donc, si ce manifeste vous plaît, si vous y adhérez, n'hésitez pas à nous rejoindre pour le faire évoluer. Une question un petit peu technique. L'exemple qu'on vient de voir là, j'ai l'impression que c'est de l'architecture de projet plutôt, pas l'architecture technique, mais de l'architecture de projet modulaire, on pousse, on bouge les composantes. Du coup, je me pose la question, euh, est-ce que vous connaissez les méthodes du genre Prince 2 Agile, qui sont les méthodes, c'est plus qu'une méthode, c'est tout un standard qu'on appelle semi-agile parce que c'est un peu de l'hybride qui est à milieu, à cheval entre du PMP, prise de classique et ce qui vient du monde agile. Et comment la méthode Engage se différencie de Prince 2 Agile, par exemple? Alors, bon, moi, je ne sais pas toi, Florence, si tu en as entendu parler. Moi, j'en ai un petit peu entendu parler. On m'a déjà dit qu'est-ce que tu penses de Prince 2 Agile. Honnêtement, je ne suis pas encore allé voir. Les personnes avec qui j'en ai discuté, qui ont compris Engage, m'ont dit que la grosse différence, en fait, c'est que nous, ces projets, mais on ne s'est pas étendu aujourd'hui dessus parce qu'on a déjà fait des meet-up et qu'il y a notre livre blanc, mais si jamais vous souhaitez en rediscuter avec nous, on pourra refaire un focus avec vous sur la méthode elle-même. Mais en fait, ces projets sont éphémères. En fait. C'est-à-dire, en fait, vous voyez, par exemple, le projet 4, il n'existait pas avant la crise d'Ukraine. Il a été fait pour porter des changements qui sont urgents à cause de la crise d'Ukraine et il disparaîtra dès qu'il aura rempli ses objectifs. Donc, en fait, c'est une façon en fait, d'agiliser l'organisation, c'est-à-dire on a des projets qui apparaissent, qui se transforment, qui disparaissent. Et en fait, en cela, en fait, ces projets n'ont pas qu'une structure agile dans leurs équipes, ils agilisent aussi l'organisation, puisqu'en fait, ils modifient l'organisation, mais on va y revenir après par la suite, mais ils modifient l'organisation pour en fait s'adapter en fait aux contraintes de l'environnement qui bouge sans cesse. En fait. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, Manu, parce que ce n'est pas forcément évident comme ça. Ah bah, c'est très bien comme réponse. De toute façon, c'est impossible de comprendre exactement ce que les gens ont dans la tête. C'est pour ça que
l'être humain a inventé les Nous, on essaye, conversations. on essaye de vous le faire comprendre. Et est-ce que vous avez lu notre livre blanc? Parce que Non, je voulais poser une question à Florence tout à l'heure parce que je me suis rendu compte en allant aujourd'hui sur le Meetup que j'en ai raté quelques-uns. Je pensais que c'était le premier. J'en ai raté quelques-uns. Du coup, évidemment, il me manque du savoir. Ouais, je vais m'éduquer après aujourd'hui. Je vais m'éduquer non, mais sur la c'est très méthode. bien. C'est très bien. Pas grave. C'est pas grave, hein. Aujourd'hui, on fait un zoom sur la valeur 5. Vous pouvez retrouver les meet-ups qu'on a fait sur les valeurs précédentes. En fait, en allant sur notre site, vous avez des liens vers notre chaîne YouTube où vous allez retrouver les enregistrements de nos différents meet-ups. Et puis, C'est vous allez cool. retrouver aussi sur le site le livre blanc en soi, qui est pas très gros. Donc, vous pouvez le lire de manière assez rapide. Ah, c'est cool. C'est cool. Je vais regarder après. Je vais googler la méthode langage. Je vais voir si je trouve le site web. OK. Voilà. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin un jour d'en discuter avec nous, on est très ouvert. N'hésitez pas à nous recontacter. Super. Voilà. Je vais vous rajouter sur LinkedIn. Je vais chercher. Avec plaisir. Donc, des questions. Oui, du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions? Florence, sur le chat, d'autres questions? Samuel, est-ce que vous avez des questions? Non, pas d'autres questions. C'est clair pour moi. Très bien. Samuel, il parle comme un manager d'équipe de Formule 1. Formule 1. Parle- une espèce d'effet radio comme ça. Tout est OK pour moi. C'est bon, vous pouvez repartir. Le changement de ressort fait. C'est trop marrant. Florence, je te repasse la main. Oui, merci. Du coup, un complément à ce qu'on vient de dire, on a parlé tout à l'heure en fait des différentes équipes que vous retrouvez là sur le petit schéma à droite, qui sont à chacun des niveaux, donc ambition, projet, solution. Ce que vous avez aussi dans la méthode Engage, c'est comment finalement on crée ce maillage qui va permettre la transversalité au niveau des équipes. Donc, ce que dit Engage, c'est qu'effectivement, les équipes qui vont mettre en œuvre les solutions, donc soit les équipes IT, par exemple, pour les créations logicielles, soit les équipes RH pour tout ce qui est paye, d'autres, soit les équipes production pour des nouvelles chaînes de production. Ces équipes solutions, et notamment leurs propriétaires, devront contribuer, donc être membres finalement contributeurs des équipes projet et des équipes ambition. Donc c'est par le maillage des contributeurs que nous pourrons, et le maillage des propriétaires finalement, les propriétaires projets étant aussi membres contributeurs des équipes ambition, ça permet du coup d'être au courant de la vision, donc de partager une vision globale au sein des équipes, mais également de contribuer à la priorisation et à la mise à jour finalement des avancements des différentes parties. Donc ce maillage est en place, quand on va avoir un changement qui va percuter, on va dire à la fois le contenu des backlogs et aussi l'organisation, par la création de nouveaux projets, c'est aussi grâce à ce maillage finalement qu'on va réorganiser les équipes. Donc la réorganisation de l'interaction entre les équipes, en fait, elle va se faire par la modification. Finalement, quand on va avoir un nouveau projet, il va y avoir du coup un nouveau propriétaire projet et un nouveau contributeur à l'équipe ambition. Quand on va modifier un projet, ce sera le propriétaire de projet qui va informer les différentes équipes, donc ambition, solution, que son projet a été modifié, qu'il a modifié finalement ses objectifs, ce qui va modifier également les solutions mises en œuvre. Donc, c'est bien via ce maillage et cette composition d'équipe qu'on va aussi finalement assurer l'intégration du changement à tous les niveaux, que ce soit au niveau ambition, projet ou solution. Tu as fini, Florence? Tu voulais ajouter quelque chose? Tu voulais ajouter quelque chose? Non, vas-y. D'accord. Donc, on reprend notre exemple. En fait, simplement pour vous montrer, on a créé un projet 4. Donc, un projet 4, comme vous l'a expliqué Florence, elle va voir son propriétaire, qu'on appelait propriétaire PP, propriétaire projet 4. Elle va voir ses contributeurs. Et en fait, à travers ces contributeurs, elle va se mettre en liaison avec les autres entités de l'entreprise et de l'organisation. Donc, on voit bien que le projet 4 va se mettre
en relation avec le projet RH, puisque le propriétaire solution RH fait partie des contributeurs. Pareillement avec la solution finance, pareillement avec la solution DSI, et puis on peut intégrer tous les contributeurs nécessaires pour créer ce maillage en termes d'organisation. On modifie finalement aussi l'organisation, les relations du projet 2. Et par exemple, dans le projet 2, le propriétaire du projet 4 devient contributeur. Donc, on voit bien, et ça va être pareil pour d'autres projets, comme le projet déploiement cloud, etc. Donc, en fait, on voit bien qu'à travers la modification des contributeurs des équipes, on modifie en fait le circuit d'information et la collaboration directe qu'il peut y avoir entre les entités, qu'elles soient solutions, projets ou ambitions de l'entreprise. Et donc, en fait, c'est une réorganisation qui peut être très rapide et très efficace. Et ça, je pense que c'est vraiment un apport du dispositif Engage qu'on ne retrouve pas aujourd'hui, par exemple, dans les dispositifs comme SAFE, qui font de l'agilité à l'échelle. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une possibilité en fait, d'adapter l'organisation presque en temps réel et donc, en fait, d'accueillir le changement au cours du changement, mais dans l'organisation de notre entreprise ou de notre business unit. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que cet exemple est clair? Oui, ou avez-vous d'autres questions? Une question de Samuel, là, qui a disparu, donc je vais essayer de la récupérer. Tac. Donc la question, c'est comment se concilie Engage et les organigrammes d'entreprise? C'est une question, je dirais presque d'actualité pour tous ceux qui ont vécu une transformation agile. Donc, ma première réponse, et après Arnaud, je te laisserai peut-être compléter, hein, c'est que en fait, on va considérer, merci d'avoir remis l'exemple, on va considérer en fait ce qu'on appelle les solutions. Hein. Vous avez sûrement réalisé que les solutions sont en correspondance finalement avec les différents métiers de l'entreprise, donc finalement qu'on va retrouver dans les différents organigrammes. L'équipe ambition, en gros, c'est le comité exécutif, hein, c'est le COMEX de l'entreprise, ou alors le comité dirigeant d'une business unit à l'intérieur d'une entreprise. Donc, l'équipe ambition, je dirais que la différence avec un organigramme, ça va être que chaque membre des équipes aux différents niveaux va non seulement avoir un rôle de manager, ce qu'on entend parfois par organigramme, manager d'équipe, mais également va avoir finalement un rôle agile, un rôle engage. Et notamment, quand je suis DSI, par exemple, directeur des systèmes d'information, je vais être aussi propriétaire finalement du SI de l'entreprise en question, et donc je vais être responsable finalement de la mise en œuvre de la solution dans mes équipes. Donc, je dirais pour répondre d'une certaine manière à votre question, c'est que dans les grandes entreprises, on va distinguer le rôle de manager au sens RH du terme. Je recrute des personnes, je prévois des moyens, notamment des bureaux, etc. pour mes équipes, je gère un budget. Et puis, je vais avoir en plus, finalement, un rôle agile, dans le sens, je vais être propriétaire d'un certain nombre d'une solution ou alors d'un projet. Du coup, je vais aussi jouer ce rôle dans le cadre du dispositif agile. Donc, par exemple, moi, j'interviens dans des entreprises là en ce moment où justement, on essaie de clarifier la différence entre les rôles de manager et les rôles agiles. Et une même personne peut effectivement endosser plusieurs rôles, donc un rôle de manager et un rôle agile. Mais évidemment, après, le cumul des mandats en fonction de la charge de travail, évidemment, n'est pas toujours possible. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais… Oui, moi, j'ajouterais quelque chose. C'est dans moi, je fais pas mal de transformations ou contribue, je suis acteur dans des transformations dans des grandes entreprises, tout comme Florence.
Et il y a quand même un grand plafond de verre. Il y a un grand plafond de verre, c'est-à-dire on veut faire de l'agile, mais on ne veut pas se réorganiser. Donc, on est capable, nous, de s'adapter, c'est-à-dire de faire ce qu'a décrit Florence, c'est-à-dire de dire il y a des doubles rôles, on peut concilier des rôles, etc. Mais effectivement, à un moment donné, ça devient lourd, c'est-à-dire ce qui devient lourd, c'est de garder des instances classiques et d'en faire de nouvelles qui sont agiles. Parce qu'à un moment donné, il y a de la redondance. Donc, il y a un moment donné, nous, à travers maintenant le retour sur expérience qu'on a, si on veut faire une transformation globale agile de l'entreprise, mais qu'on ne veut pas se réorganiser, eh bien, on atteindra un plafond de verre et on ne pourra pas être globalement agile. Et donc, vous voyez ce schéma-là, nous, la première chose qu'on essaie de vendre aux entreprises avec lesquelles on travaille, c'est si vous le pouvez, allez jusqu'à vous réorganiser et remplacer vos instances par celles que nous vous proposons dans Engage et discutons comment éventuellement les adapter. Mais essayons en tout cas de supprimer les doublons parce que si on garde les doublons, l'équipe Ambition ne va jamais pouvoir s'imposer si à côté il y a le COMEX. Donc en fait, c'est rendons le COMEX, faisons du COMEX une équipe Ambition. C'est ça notre objectif. Et donc en fait, idéalement, je dirais le candidat idéal à une vraie transformation globale agile est celui qui décide d'adopter notre organisation et d'essayer de faire converger son ancienne organisation vers la nouvelle, pas de les faire vivre ensemble. Je ne sais pas si tu partages, Florence. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est assez difficile, effectivement, à vendre aux entreprises, parce qu'en fait, il y a des jeux de pouvoir qui font que ceux qui sont aujourd'hui à la tête de ces instances veulent garder leur pouvoir et redistribuent. Bien entendu, aller vers une organisation comme ça sous-entend réorganiser la distribution du pouvoir, et donc on est dans du politique, dans de l'ambition personnelle, et aussi dans des mécanismes comment dire, ancestraux des entreprises qui font que ce n'est pas facile à bouger. Et, ce qu'on appelle en systémique, c'est l'homéostasie du Oui. système. Et je peux confirmer, ça sonne, j'ai l'impression d'avoir fait un tour complet en fait en peut-être 17-18 ans, parce que c'est le genre d'idée qui me semblait trop trivial, trop évidente, c'est trop simple, c'était même pas la peine de le raconter aux autres. Et renommer votre… Non, non, j'ai pas de renommée. Et en fait, c'est vrai que l'une des tactiques que j'ai vu moi marcher le mieux dans mes recommandations, c'était quand les instances cachées, disons, l'exécution d'entreprise, pas celles qui exécutent les projets, qui font l'exécution, les opérations et tout ce qu'il y a autour, surtout les décisionnels, l'architecture, la stratégie, tout ça, se transforment en mode agile. Et la raison pour laquelle les méthodes comme SAFe marchent beaucoup, c'est parce que ça permet une schizophrénie assumée en utilisant disons pour être gentil, disons des tricks. Et moi, je suis safe consultant, hein, je crache pas sur safe, je connais de l'intérieur. Des tactiques schizophrènes du genre dual operating model. En gros, il y a un organigramme en dessous qui correspond à ce que l'entreprise, l'état d'équilibre de l'entreprise. Et au-dessus, on renomme les rôles, on les bouge pour faire agile. On se dit, ça va marcher parce que on peut faire les deux. Ça s'appelle un dual operating system. Ben non. Et on peut faire ça sur des machines. Mais les êtres humains, ce n'est pas des machines. Et on se rend bien compte que ça ne marche pas. Du coup, après 2-3 ans, quand on n'atteint pas les objectifs en chiffres disons, déjà le mot transformation, déjà, ce n'est pas agile, mais bon, de ce qu'on appelle une transformation agile, il y a très, très peu de gens qui remettent en cause l'hypothèse du tiens, on peut faire marcher deux organisations de structure en parallèle. Mais il y a une discipline qui s'appelle, je ne connais pas les noms en français parce que tout ça, j'ai fait en anglais, et ça s'appelle Organizational Psychology. La psychologie organisationnelle, je traduirais comme ça directement en français. Je ne sais même pas si c'est. Donc, je suis désolé si je réponds n'importe quoi en français. Mais les systèmes se comportent très, très souvent, en fait, les organismes, comme les foules, la psychologie des foules. Et c'est pareil, on ne peut pas mettre deux operating systems en parallèle et se dire, tiens, on va laisser tout ça tourner tout seul, ça va marcher parce qu'on a des slides qui décrivent l'architecture. Regardez les slides, vous allez savoir. Bah non. Et je dirais que même si on a, moi je travaille en ce moment donc chez une entreprise qui a vraiment l'intention d'aller vers une seule organisation ou organigramme, comme vous voulez. En revanche, ça ne peut pas se faire non plus en 5 minutes. C'est-à-dire qu'il y a aussi un temps
de réorganisation nécessaires pour que, d'une part, il y ait une pédagogie de pourquoi on veut aller vers ça et pourquoi il faut unifier plutôt que finalement faire des strates qui, au final, ne marchent pas. Et ensuite, pour qu'effectivement, après, on identifie les bonnes personnes aux bons endroits, les rôles changent quand même entre des rôles plus classiques et puis des rôles agiles. Donc, du coup, ça prend forcément du temps et des transformations qui veulent se faire trop vite. C'est souvent aussi l'écueil que moi je vois sur le terrain, c'est qu'on veut se transformer en 3 ans, puis après, ok, c'est bon, on a fini. Et ça, c'est pas possible quand on veut le faire vraiment de manière durable et puis de manière justement pas superposée. Ça prend forcément plus de temps. Du coup, il faut l'accepter. Les entreprises ne l'acceptent peut-être pas. Ouais. C'est ce qui se cache derrière les mots, des mots abstraits comme le mindset agile, qui énerve beaucoup de personnes. D'au moins, ça m'énervait beaucoup parce que c'était utilisé à droite, à gauche, comme n'importe quoi. Mais en fait, c'est Oui. ce qui se cache derrière. C'est en Oui. fait une transformation agile. Pour être agile, on ne peut pas savoir déjà à l'avance, 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans à l'avance ce qu'on va faire, par définition. Oui. Sinon, ce ne serait pas agile. Regardez tous les plans de transformation agile, déjà le mot plan, il y a dedans. Exactement. Donc, par définition, c'est pas une dichotomie, c'est un oxymore. Et pour ce dont vous avez parlé, en fait, c'est la peur, c'est la peur et les réflexes de gestion de risque qui sont très sains à la base. Je parle comme un coach un peu, mais qui sont très sains à la base au départ. Et donc, en fait, se transforme en blocage parce qu'on construit tout un monolithe. Quand j'étais jeune, mon chef de stage me disait toujours, toi, tu es ingénieur, tu veux faire des usines à gaz. Je veux juste que tu me fasses un système de base de données. Ça, c'était il y a 25 ans. Et je ne comprenais pas. Je me disais, mais il raconte n'importe quoi. Moi, je veux le faire bien et tout. Mais maintenant, je rigole parce que je trouve qu'il était super patient avec moi. Parce que c'est les réflexes, c'est les tensions, c'est les réflexes normaux. On veut faire la gestion de risque. Donc, on veut regarder le plus à l'avance possible. Donc, on veut tout planifier. Et du coup, on ne veut pas faire le travail de dynamique agile qui inclut beaucoup de gestion de risque inconnue et de gestion de peur. Et c'est pour ça que vous faire ce genre de, comment dire, ce genre de structure. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est pas juste des rôles, c'est pas juste des noms qu'on donne aux gens. C'est en fait, il y a un processus qui va se mettre en place qu'on ne peut pas définir à l'avance. Donc, du coup, c'est ce temps dans l'eau froide où ces gens ou ces équipes vont essayer de trouver leur place, de redéfinir une mission dans son contexte. Le manifeste ne dit pas tout, les méthodes ne disent pas tout. Ça serait quand même contradictoire parce que ça voudrait dire qu'on a déjà défini, limité notre potentiel. Et en fait, on utilise la même méthode comme engage sur 2 organisations différentes. Suivant les gens, suivant leur potentiel, suivant leur culture, leur mindset, on va arriver à des structures de résultats différentes. Moi, je m'arrête là, sinon je pars en vrille. Mais vous avez raison, le résultat n'est pas le même et aussi le chemin pour y arriver ne sera pas le même non plus, en fait. Ça, quand je dis ça, on peut réagir, on peut dire ouais, c'est des généralités, d'accord, je comprends, le ciel est bleu, tout ça, ouais, c'est évident. Mais en fait, c'est pas si évident que ça. Ça sonne juste évident. Parce qu'en fait, au jour le jour, quand on va au travail, en fait, il faut faire confiance à ses équipes. Et pour cette confiance, elle se mérite, donc elle se construit. Donc c'est avec des événements comme les alignements, comme les rétros, comme les stand-up, tout ça, et avec des outils de facilitation qu'on va mettre en place qu'on commence à se construire cette ambition. C'est pour ça que j'aime bien le mot ambition dans la méthode. Et au jour le jour, c'est pas facile. C'est juste que voilà, je trouve pas d'autre moyen de l'exprimer à part ce moyen un peu bateau. Mais Non, mais je pense qu'on partage votre point de vue là-dessus. Hein. Ça peut être. Ça pourrait même faire le sujet d'un meet-up. Oui. Parce que c'est très intéressant. Voilà. Oui, c'est très intéressant le fait qu'effectivement, dans Engage, on a essayé aussi d'être le plus simple possible et le plus adaptable possible pour exactement les raisons que vous citez. Parce que ce n'est pas parce qu'on a une méthode ou un framework qui est simple, en fait, que sa mise en place va être simple et qu'au contraire, pour nous, plus il est simple et générique, plus justement il peut être adapté au cas client. Avant de vous laisser, on a un dernier point à partager avec vous là sur l'adaptation au changement. Donc, c'est un point qui va un petit peu plus loin que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant.
qui est que vous avez compris, je crois, à travers nos discussions, qu'on a une équipe ambition, puis on a des projets qui portent le changement, et puis des solutions qui mettent en œuvre. Donc là, ce qui peut aussi se faire dans l'adaptation au changement, au cours du changement, c'est que comme on a déjà des solutions qui sont impactées par tout un tas de projets et qui embarquent déjà un certain nombre de changements, donc surtout dans les grandes entreprises, on va pouvoir aussi finalement mettre en place ce que moi j'appelle des organisations éphémères ou des solutions éphémères, donc des équipes qui vont construire finalement, par exemple, si je prends l'exemple d'une DSI qui va construire un produit logiciel, un nouveau produit logiciel, on va mettre en place en fait des équipes de dev, une équipe solution finalement par rapport à un projet métier qu'on souhaite mettre en œuvre. Et puis ensuite, quand cette équipe, cette organisation aura produit les services attendus ou les produits attendus, on va pouvoir finalement dissoudre l'organisation et réintégrer finalement l'organisation éphémère dans l'organisation pérenne qui, elle, en attendant, a pu en parallèle finalement continuer à gérer le quotidien. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir quand on met en place, par exemple, si vous connaissez effectivement les méthodes d'agile à l'échelle, on va créer des programmes ou des trains qui sont pérennes, qui sont structurels. Et on va du coup ensuite avoir des projets qui vont impacter un certain nombre de trains et qui vont embarquer les changements. Ce qui est possible, du coup, là, ça serait de créer des trains éphémères, par exemple, qui vont correspondre à des trains, mais non pas en termes de solutions, mais en termes de projets, qui vont mettre en place les produits. Et puis ensuite, une fois que les produits sont en place, on va réintégrer ces produits dans on va dire, un fonctionnement plus pérenne et avec des équipes plus pérennes. Donc, ça va marcher parce que le nouveau changement est intégré sans impacter les autres changements. Du coup, on va isoler la complexité pour ne pas en avoir trop et qu'elle reste gérable. C'est aussi, du coup, complètement nécessaire, une fois le résultat produit par cette solution temporaire, finalement, cette éphémère plutôt que temporaire, de réembarquer les produits finis dans une organisation plus pérenne à la fin du fameux projet de changement. Donc ça, c'est un exemple. Je dirais que c'est un exemple qui est comment dire, possible grâce à cette organisation finalement combinée projet-solution. Le fait qu'on ne mélange pas les projets avec les solutions qui les mettent en œuvre, ça permet justement cette agilité organisationnelle dont on a peut-être besoin quand on gère plusieurs changements à la fois comme une grosse entreprise. Voilà, je dirais que c'était un dernier point qu'on voulait partager avec vous. N'hésitez pas, donc pour conclure, vous avez notre site internet où vous pouvez signer, non seulement trouver un certain nombre de documents, nos derniers meet-up. Là, j'ai vu votre remarque sur il n'y a pas les trois derniers enregistrements. En fait, c'est parce que les valeurs, c'est normal qu'il n'y en ait que 3. En fait, il y a 4 valeurs, mais il y a un meet-up où on a combiné 2 des valeurs, donc c'est normal qu'il n'y ait que 3 enregistrements. Il y a eu 3 meet-up. Donc, vous trouvez de l'info, vous trouvez notre méthode. N'hésitez pas à signer non plus le manifeste si vous adhérez, si vous trouvez qu'il est bien. Et puis, n'hésitez pas non plus à nous contacter si vous avez un besoin dans vos entreprises pour qu'on refasse le meet-up, pourquoi pas un meet-up personnalisé pour vos équipes. Voilà, donc j'espère que ce meet-up vous a plu. Et si vous avez une dernière question, on a encore quelques minutes pour partager avec vous. Oh, super, ça me rend très curieux. J'ai peut-être une petite idée, meilleure idée de ce que c'est. Il faut que je m'éduque dessus sur le stock. Mais j'aurais une petite idée, c'est peut-être un article ou 2 ou même un meet-up pour comparer en fait aux méthodes existantes. On a dû le faire aussi pour notre offre aussi. On a dû comparer à ce qui existait. En particulier, les gens qui parlent de Prince d'Agile ou de tout ça, peut-être montrer comment ça s'imbrique
j'ai l'impression que Engage, c'est beaucoup plus un système d'exploitation d'entreprise très léger qu'une méthode. Donc, je pense que ça peut être compatible avec beaucoup de méthodes existantes parce que ça parle de problèmes d'entreprise, de réorganisation, de gouvernance, de décision. On a prévu par exemple, en fait, dans nos solutions, chez certains de nos clients, au niveau solution, par exemple, on intègre du SAFe et sur la partie direction, on intègre du projet et de l'ambition. Vous voyez? Ouais, Donc, en fait, on n'est pas concurrent, on est complètement capable d'englober. Parce que, par exemple, SAFe agilise de grosses parties, on est sur de l'agilité à l'échelle, mais et ils essayent un petit peu d'aller maintenant vers l'agilité d'entreprise, mais en fait, ils donnent très peu d'outils pour agiliser réellement la direction et l'ambition, et nous, on les donne, et en fait, c'est totalement compatible. C'est totalement compatible. Voilà, je pense que nous, on parlait d'agilité à l'échelle avec SAFe, avec Engage, on est vraiment sur une agilité globale. Et le but, c'est vraiment d'embarquer toute l'entreprise dans l'agilité. Voilà. Ouais. Et on a prévu de faire un article là-dessus, de toute façon, sur comment intégrer SAFe dans un dispositif global Engage. Voilà. Ah, ce serait super. Donc, on fera peut-être même un meet-up là-dessus à ce moment-là. Ouais, c'est dur mieux, c'est dur mieux. Les meetups, c'est beaucoup mieux pour disséminer qu'un article. Et l'interaction. Oui, tout à fait. Merci. Merci pour aujourd'hui. Merci à vous. Et Merci puis, à vous. bonne fin de journée. Merci Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.